en introduction, je vais vous dire que nous avons un squelette, ça je suppose que tout le monde le savait, qui est constitué de 206 os et que cela constitue la charpente du corps. C'est grâce au squelette que nous pouvons tenir debout et que nous pouvons bouger, puisque c'est sur le squelette que sont accrochés nos muscles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les os sont des organes vivants et complexes qui sont soumis à un processus continu de remaniement. Alors, on va voir un petit peu de plus près cet os. Au niveau de l'anatomie macroscopique, je ne vais pas m'attarder longtemps, voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails. On sait que l'os est formé de différentes parties. On a le cartilage articulaire qui est vraiment à l'extrémité. On a ce qu'on appelle la diaphyse, la diaphyse qui est le corps de l'os, les épiphyses qui sont les extrémités distales, et puis toutes les différentes régions, avec au milieu de l'os ce qu'on appelle la cavité médulaire qui contient la moelle osseuse, avec tous les rôles que ça engendre. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui nous intéresse, c'est aussi le périoste qui est la couche externe de l'os, où il n'y a pas de cartilage. Donc aux extrémités, c'est le cartilage qui fait la couche externe. Le long de l'os, c'est le périoste. Et c'est une membrane de tissu conjonctif dense, c'est le point d'attache des ligaments et des tendons. Je dis ça parce qu'on verra après l'importance de solliciter les muscles qui sont donc attachés par des tendons, les ligaments qui sont donc qui retiennent en fait, qui font partie de la capsule articulaire et qui relient deux os ensemble au niveau d'une articulation, l'intérêt du mouvement qui va agir par l'intermédiaire des tendons, des ligaments sur ce périoste pour le renforcer. Au niveau de l'anatomie microscopique de l'os, on a une matrice extracellulaire qui est faite à 25% d'eau, 25% de fibres collagène et 50% de sels minéraux. Et ce sont ces sels minéraux qui vont cristalliser au fur et à mesure qu'ils se déposent dans la charpente formée par les fibres collagènes que cet os, ce tissu osseux, va se durcir. C'est ce qu'on appelle la calcification. Et ça, c'est essentiel de le comprendre parce que là, on a tout compris pour la calcification osseuse. C'est qu'il faut des sels minéraux, mais pas que. Il faut également une trame suffisante pour pouvoir récupérer ces minéraux. En fait, ces filets de collagène sont comme un filet de pêcheur un petit peu, où les poissons, qui sont les cristaux, vont se prendre et rester. Et c'est ce qui va permettre effectivement d'avoir un os solide. Je vous passe les différentes cellules osseuses. On a les ostéogènes qui sont donc les cellules souches, qui vont donner des ostéoblastes, qui sont les cellules productrices de tissu osseux. On a les ostéocytes, qui sont ces cellules matures, qui sont les plus abondantes, qui forment la structure, qui sont dans la structure osseuse et qui maintiennent les activités cellulaires quotidiennes du tissu osseux, tels que les échanges entre les cellules et le sang, c'est-à-dire les échanges au niveau du nutriment, au niveau des déchets, et puis les fameux ostéoclastes, qui sont ces cellules responsables de la dégradation osseuse. La dégradation du tissu osseux, c'est ce qu'on appelle la résorption osseuse, et nous sommes en perpétuel remaniement osseux, résorption d'abord, pour pouvoir après reconstruire. On ne peut pas construire si on ne détruit pas d'abord, parce que sinon on ajoute des étages. Alors c'est quelquefois ce qui se passe quand on fait des calcifications osseuses, on rajoute des étages au lieu d'en enlever et de remettre au même niveau. Alors justement, ce remaniement osseux, c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Chez l'adulte, donc l'os est en perpétuel renouvellement, on l'a bien compris, avec toujours d'abord une phase de destruction, suivie d'une phase de construction. Et ceci est équilibré. On détruit, on reconstruit. On détruit, on reconstruit. Et puis, et cela se fait sous l'effet de différents facteurs. Il faut d'abord un apport adéquat en minéraux.
du calcium, on parle beaucoup du calcium, mais pas que. Il faut également du magnésium, il faut du phosphore, puisque je rappelle que l'os, c'est du phosphate de calcium ou de l'hydroxyapatite. Donc, on trouve du phosphore également. Il faut du magnésium. 50% de notre magnésium est au niveau du tissu osseux. Il faut également du fluor, il faut du manganèse, il faut encore d'autres choses, mais essentiellement calcium, magnésium, phosphore. Il faut des vitamines, il faut de la vitamine A, il faut de la vitamine C pour les fibres de collagène. Il faut également de la vitamine D, on le verra après, qui a un rôle au niveau de la fixation du calcium. Il faut de la vitamine K, qui a aussi un rôle au niveau de la répartition de ce calcium. Il faut de la B12. Donc, on trouve toujours cette notion de totem qui m'est chère en naturopathie, où on ne dit pas il faut juste un élément, il faut un ensemble de choses. Il faut des hormones en concentration suffisante. Il faut des hormones en concentration suffisante. Donc, il faut aussi que les glandes qui sécrètent les hormones fonctionnent correctement. Là, on fait appel notamment à la parathyroïde, aux glandes parathyroïdes qui vont sécréter, les glandes parathyroïdes qui vont sécréter la parathormone, qui va réguler les échanges de calcium entre le sang et l'os, hein, qui va également stimuler les ostéoclastes, ce qui va libérer du calcium dans le sang. On a la calcitonine qui est sécrétée par la thyroïde, donc il faut une thyroïde qui fonctionne correctement. La calcitonine, elle inhibe l'action des ostéoclastes, donc elle va diminuer la résorption osseuse. Elle travaille à l'inverse des parathormones. Donc on va avoir effectivement ce qu'on appelle un feedback, hein, une rétro-inhibition qui va se passer en fonction des taux de calcium circulant dans le sang sous action de ces hormones et qui va gérer la sécrétion de ces hormones. Et puis, bien sûr, on a les hormones sexuelles qui interviennent, les œstrogènes chez les femmes, la testostérone plutôt chez les hommes, et qui vont ralentir la résorption osseuse par les ostéoclastes et qui vont favoriser le dépôt de matière osseuse par les ostéoblastes, hein. Donc, on a vraiment tout un jeu hormonal qui va intervenir au niveau de ce remaniement osseux. Et on le sait, au niveau, à partir d'un certain âge, hein, on va dire à partir d'un âge moyen, la sécrétion des hormones sexuelles diminue. Alors, il est vrai que la testostérone, on va quand même commencer par les messieurs, hein, parce que quand même on parle toujours des femmes, on va aussi parler un petit peu des hommes. La testostérone commence quand même à diminuer à partir de l'âge de 30 ans, mais sa diminution est très lente et très régulière. Ce qui fait qu'en fait, ils subissent moins les effets que nous, les femmes, nous avons au moment de la ménopause, où il y a une chute brutale de la sécrétion des œstrogènes. Alors, il n'y a pas arrêt, il reste une toute petite sécrétion, mais très faible. Et donc, effectivement, on a pour habitude de dire que les femmes à la ménopause ne sont plus protégées par leurs œstrogènes. Et effectivement, à ce moment-là, la destruction osseuse est plus rapide que la construction, hein. La résorption est plus rapide que le dépôt par les ostéoblastes chez les femmes ménopausées. Chez les hommes aussi, mais c'est un phénomène beaucoup plus lent. Alors maintenant, on va parler directement. Alors, l'ostéoporose est un terme qui veut dire porosité de l'os, hein. On comprend très bien ce que ça veut dire. Et en France, grosso modo, hein, une femme sur 3 est touchée par l'ostéoporose et un homme sur 5, d'après les derniers chiffres, hein. Vous avez là une mutuelle en France. Alors évidemment, tout le monde n'est pas diagnostiqué parce que tout le monde ne va pas faire un diagnostic d'ostéoporose. En général, le diagnostic soit est proposé par le médecin, enfin on va en parler un petit peu après, soit il se fait suite à une fracture. Alors il faut savoir que c'est un état silencieux qui débute et qui évolue sans symptômes, en général jusqu'à la fracture.
Alors quand je faisais non comme ça, avant, quand Françoise parlait de pathologie, j'ai envie de dire oui et non. C'est une pathologie, oui, quand c'est, je dirais, quand on arrive à la fracture. Après, la perte osseuse, comme dit, elle est liée à notre, à l'évolution normale, en fonction de l'âge. Mais il y a effectivement, notre mode de vie et ça, on va le voir après, qui peut intervenir pour qu'on puisse vieillir avec des os évidemment qui vont perdre en densité, ce qui est tout à fait normal, mais pas au point de, faire des fractures ou, de finir en maladie chronique invalidante. Alors il faut savoir que cette masse osseuse alors on parle surtout, de la colonne vertébrale, hein, des fractures au niveau de la colonne vertébrale, mais elles peuvent se situer, on a souvent des fractures de la hanche ou peu importe, hein, des personnes qui font des fractures du poignet, des choses comme ça, différentes, possibilités. Voilà l'évolution de la masse osseuse au cours de la vie. Il faut savoir que de la naissance à 18-20 ans, la masse osseuse se construit et que c'est à partir de là que la perte osseuse est déjà plus importante que le renouvellement et qu'elle s'accélère chez la femme à la ménopause, on l'a bien compris, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et c'est quand ces pertes sont plus importantes que la normale que cela est problématique. Alors ça va être lié à un problème de calcium, mais ça peut aussi être lié à un problème de trame de collagène, hein, on l'a bien compris, il n'y a pas que le calcium qui est en jeu. C'est un des facteurs essentiels, mais pas que. Quels sont les facteurs de risque de passer à une ostéoporose? D'abord le sexe, on l'a dit, les femmes, le sexe et l'âge. Les femmes ménopausées sont, plus exposées de par, l'arrêt brutal de la ou la diminution du moins brutale de la sécrétion d'œstrogènes, hein. Chez les hommes, comme je vous le disais, la testostérone diminue de façon beaucoup plus, graduelle, hein. Je rappelle que les œstrogènes sont stimulants des ostéoblastes, donc stimulants de la reconstruction. Les autres facteurs de risque, selon la médecine conventionnelle, on a, les antécédents familiaux d'ostéoporose. Alors c'est toujours pareil, là on parle d'hérédité, donc de génétique, quand on parle d'antécédents familiaux. Alors est-ce que c'est de la génétique ou est-ce que c'est de l'épigénétique? L'épigénétique, c'est tous les facteurs, le mode de vie qui intervient. Alors est-ce qu'on a, heu, été élevé, avec, certaines règles d'hygiène de vie et que l'on continue à instaurer dans sa vie et qui font qu'effectivement l'épigénétique est la même que celle de ses parents? Voilà, c'est le point d'interrogation. On peut trouver la prise de médicaments à long terme, notamment des corticoïdes pris sur le long terme qui auraient une influence, le tabagisme, l'alcoolisme et puis sur la dernière image, regroupée en 2, l'inactivité sur la même image, l'inactivité physique bien sûr et la malbouffe, l'alimentation pauvre en calcium et pauvre en vitamine D, notamment. Mais on va vous vous doutez bien que je ne m'arrête pas au calcium et à la vitamine D. Il y a tout ce qui entoure. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres vitamines, d'autres minéraux qui sont importants. Alors en naturopathie, on a aussi un petit peu un autre grain de sel, si j'ose dire, à rajouter, c'est le fameux équilibre acido-basique, mais ça, on va en parler après. Donc en médecine conventionnelle, on va passer un diagnostic qu'on appelle une ostéodensitométrie et cette, ostéodensitométrie, c'est, un appareil qui balaye le corps avec des rayons X, paraît-il une faible dose, voilà, donc c'est quand même pas anodin comme test, comme examen. Et ce test, en général, sert à confirmer un diagnostic et détermine le taux de perte de la masse osseuse et permet également de surveiller l'efficacité d'un traitement, puisqu'évidemment, en médecine conventionnelle, on va proposer un traitement dont on va parler tout de suite et que le médecin propose de vérifier, à intervalles réguliers les bienfaits, de ce traitement.
En tant que naturopathe, je ne vais pas ouvrir le débat, il ne s'agit pas de ça, je pose juste une question: est-ce que ce test est fiable? Il y a il y a beaucoup d'articles qui le remettent en question. Je n'ai pas d'avis, personnel tranché là-dessus. Je mets juste un point d'interrogation dans la mesure, où nous sommes des êtres en 3 dimensions, en 3D, que la radiographie, on interprète une image en 2D. Heu, voilà, je mets juste un point d'interrogation par rapport à ce diagnostic. Après, je laisse chacun, juge d'en penser ce qu'il en souhaite. Bref, voilà le diagnostic en médecine conventionnelle, c'est l'ostéodensitométrie. Donc vous passez une ostéodensitométrie, le médecin vous dit: «Ah ma brave dame, vous avez de l'ostéoporose, il va falloir vous soigner». Alors qu'est-ce qu'il propose? Eh bien en général, ce sont des médicaments allopathiques qui vont ralentir la perte osseuse. Alors il y a plusieurs, possibilités, de classes différentes de médicaments allopathiques. On a des médicaments qui ralentissent la perte osseuse. On a des médicaments qui inhibent la résorption osseuse et favorisent l'augmentation de la masse osseuse, dont les fameux biphosphonates dont vous avez peut-être entendu parler. Qui sont issus quand même, de produits, de lessive à l'origine, juste au passage. Bref, voilà, vous avez tout un arsenal de, médicaments allopathiques et vous avez aussi le traitement hormonal de substitution qui est proposé aux femmes, pour, leur proposer des œstrogènes qui serviront à conserver et à accroître la masse osseuse avec évidemment des risques à long terme qui sont connus tels que, le cancer du sein, des cardiopathies, des AVC et cetera. Donc c'est au médecin et à la personne de discuter du bénéfice, heu et des risques de ce traitement. Les conseils en alimentation, alors, bien sûr, les rhumatologues, heu et puis malheureusement, j'entends encore enfin je dis malheureusement parce que c'est mon point de vue de naturopathe, j'entends encore j'ai encore entendu beaucoup de personnes venir me consulter pour des problèmes d'ostéoporose et me dire: «Ben, le médecin, qui m'a fait passer la densitométrie m'a tapoté gentiment sur l'épaule en disant: "Ma brave dame, il va falloir prendre des produits laitiers"». Voilà, donc c'est un conseil que l'on entend encore actuellement régulièrement en médecine, conventionnelle. Donc les produits laitiers, d'ailleurs, je l'ai encore vu dans un dans une fiche, pour médecins sur l'ostéoporose, hein, c'est, alimentation. Prenez une alimentation riche en calcium, n'oubliez pas les pensées aux produits laitiers, à la vitamine D et bien sûr l'exercice physique quand même est conseillé également. Alors nous, en naturopathie, on voit les choses peut-être, un petit peu différemment et on va surtout parler de l'équilibre acido-basique. Qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? C'est le pilier fondamental de notre santé. C'est le pilier fondamental de notre santé. C'est ce qui permet à nos cellules de baigner dans un milieu extracellulaire propice aux échanges extracellulaires et donc de pouvoir fonctionner de façon optimale. Si nos cellules ne peuvent pas fonctionner de façon optimale, notre corps ne peut pas fonctionner de façon optimale. Il faut revenir à la cause. Hein, comme disait Hippocrate, il ne faut pas s'arrêter aux symptômes, il faut chercher la cause, voir la cause de la cause. Donc, il y a cette notion de donner à nos cellules, donc là on parle de nos cellules osseuses, euh, et des cellules de tout notre corps, le moyen optimal de fonctionner, donc de baigner dans un milieu extracellulaire optimal. Donc de baigner dans un milieu cellulaire qui n'est pas chargé de toxines, qui n'est pas chargé de déchets, pour qu'il y ait une fluidité entre ces échanges
intra-extracellulaire. Il y a une autre notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est l'équilibre des différents paramètres physico, chimico, biologiques, mettez-les dans le sens que vous voulez, hein, de notre organisme, qui doivent être respectés et qui permettent à ce moment-là un état de santé optimal. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le pH sanguin. Le pH sanguin est dans un delta très restreint, selon les auteurs, entre un pH de 7,38 à 7,42, donc légèrement basique, très, très limité. Or, notre corps doit gérer les acides apportés par l'extérieur. On verra les sources, donc l'alimentation, le stress, etc., ce qu'on respire, ce qu'on met sur la peau, etc., mais également les acides que lui-même produit de par son métabolisme. Donc, quand les quantités restent dans certaines normes, l'organisme est capable de les éliminer par les émonctoires. N'oubliez pas, notre corps est une machine extraordinaire et tout est prévu. Les acides que le corps fabrique, il est capable de les éliminer. Les acides que le corps récupère de l'extérieur, quand ils sont en quantité raisonnable, il est capable de le gérer. Nous avons des émonctoires pour cela. Et donc, l'acidose survient lorsque l'organisme est débordé. Il est débordé soit parce qu'on en apporte de trop, soit au niveau de ce qui se passe dans notre corps, au niveau, soit parce qu'il en produit de trop, soit parce que les réactions internes sont bloquées, soit parce que les émonctoires n'arrivent pas à travailler et en éliminer suffisamment. Donc, on peut travailler à 3 niveaux. Ce qu'on apporte, comment ça fonctionne et ce qu'on élimine. Et notre mode de vie actuel est plutôt en faveur d'une acidose. Une acidose qui va s'exprimer par une baisse de ce pH tissulaire pour qu'il y ait la solution pour maintenir un pH sanguin correct, une homéostasie sanguine. Le corps fait tout pour respecter ce pH sanguin légèrement basique. C'est important. Il circule dans notre sang. Le corps fait appel à un système, un réserve de minéraux basifiants, afin de former des sels neutres et de pouvoir éliminer ces acides. Puisque base plus acide, ça forme un sel neutre qui sera éliminé ou éventuellement, si les émonctoires ne fonctionnent pas correctement, rangé quelque part dans notre corps. Malheureusement, il y a quand même un hic, c'est qu'on n'a pas été créé avec une petite pochette avec écrit minéraux de réserve en cas d'acidose, hein, comme je dis toujours. On n'a pas cette petite pochette de secours. Notre système tampon principal, eh bien, c'est le tissu osseux. C'est là que le corps va aller chercher les minéraux basifiants pour lutter contre cette acidose. Et c'est donc là qu'il va y avoir résorption osseuse pour désagréger le phosphate de calcium et récupérer à ce moment-là un maximum de minéraux basifiants. Un terrain en acidose va avoir des conséquences. La mobilisation donc de ces minéraux pour tamponner les acides, donc déminéralisation, puis ostéoporose, qui est la conséquence de cette déminéralisation, et évidemment le stockage dans là où le corps peut, dans le système circulatoire, dans le système lymphatique, dans le système musculaire, dans le système articulaire, avec toutes les pathologies qui vont en découler. Donc, on comprend bien que ce terrain acido-basique, il va falloir lutter contre. Et je dirais qu'il est à la base de la plupart de nos pathologies actuelles. Alors, comment est-ce qu'on va travailler sur cet équilibre basique? Comment est-ce qu'on va lutter contre cette acidose? Eh bien, on va pouvoir travailler notamment avec l'alimentation. L'alimentation, le corps est capable, comme je vous le disais, de gérer une certaine quantité d'acide. Alors attention, on parle d'aliments acidifiants, non pas d'aliments acides au goût, hein, ce sont des choses différentes. Par exemple, le citron, je prends l'exemple classique que tout le monde cite, le citron qui est acide au goût est dit basifiant puisque dans certains, il va théoriquement se transformer en base. Hein, l'acide citrique va se transformer en citrate qui est une base,
Mais attention, ça dépend du terrain naturopathique, ça dépend d'un tas de phénomènes. Donc là aussi, juste une petite parenthèse, le fameux conseil du jus de citron le matin à jeun, ok, mais pas pour tout le monde, en fonction de votre terrain naturopathique. D'où l'intérêt de consulter un thérapeute qui va pouvoir vous conseiller. Parce que moi, vous me parlez de jus de citron le matin, j'ai juste l'acidité qui me remonte jusque derrière les oreilles. Je ne peux pas. Parce que mon terrain naturopathique n'est pas capable de traiter ces acides de fruits déjà tôt le matin. Voilà. Donc, c'est vraiment important de savoir aussi, de connaître son terrain naturopathique et de savoir ce qui est bon ou pas. Après, au niveau de l'alimentation, vous avez ce qu'on appelle un tableau PRAL. Potential Renal Acid Loading. Yeah. Donc, c'est la capacité des aliments à être désagrégés en minéraux acides ou en minéraux basifiants. Et donc, à acidifier notre organisme. Vous avez, pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller jusqu'au tableau PRAL. Après, voilà, on ne va pas passer sa vie à regarder des tableaux. C'est très simple de retenir que les aliments les plus acidifiants pour notre organisme, ce sont les protéines animales. Avec en tête de liste les fromages secs, le fameux parmesan, le fameux comté que beaucoup de médecins recommandent encore parce qu'il est très riche en calcium. Effectivement, il a une teneur en calcium très élevée, mais il est très acidifiant pour l'organisme. Donc, il apporte et en même temps, il enlève. Voilà. C'est pour les personnes qui ne connaissent pas l'équilibre acido-basique, c'est un petit peu compliqué à comprendre cette histoire de pourquoi pas de comté ou pas de parmesan quand on est en ostéoporose ou en acidose. Alors, les aliments les plus acidifiants, ce sont les protéines animales. Donc, je le disais avec les fromages secs en tête de liste. Et puis, vous avez la viande, le poisson, les œufs, les céréales, après les céréales, les légumineuses, le sel de table, le sucre, bien sûr, tous les produits raffinés, hein, le sucre très, très acidifiant aussi. Et puis, on va retenir que les plus basifiants, ben allez, je vous fais un prix gros aujourd'hui, ce sont les fruits et les légumes. On ne va pas chipoter pour savoir si la tomate, elle est un petit peu acidifiante, un petit peu basifiante. Si votre tomate, elle vient du jardin, elle est bien mûre et que vous la mangez avec beaucoup de plaisir, j'estime qu'elle va vous faire du bien. Parce que la tomate est toujours citée en exemple comme étant légèrement acidifiante. Bon, on ne va pas chipoter, elle l'est beaucoup moins qu'un petit peu de comté ou de parmesan. Les aliments les plus basifiants, les légumes, les fruits, surtout les herbes aromatiques, les épices, hein, la cannelle, le curcuma sont des épices très basifiantes, donc tout intérêt en fait à cuisiner avec des herbes aromatiques et des épices. La conclusion, c'est que l'alimentation quotidienne, au quotidien, notre assiette, elle devrait comporter 80% d'aliments basifiants et 20% d'aliments acidifiants. Or, actuellement, quand on regarde une assiette, on a exactement l'inverse. Vous avez la protéine animale qui trône dans l'assiette, et puis vous avez la protéine céréalière qui l'accompagne, et puis vous avez, comme je dis toujours, deux haricots qui se battent en duel pour faire la déco. Eh ben, il faut vraiment inverser nos proportions dans l'assiette. Et puis surtout, et c'est là où j'insiste, les produits ultra transformés issus de l'industrie agroalimentaire. Ils sont très acidifiants parce qu'ils sont transformés, parce qu'ils contiennent les fameux E, les additifs, les conservateurs, les pesticides, toutes ces choses-là qui sont acidifiantes pour notre organisme. Donc, voilà pour l'équilibre acido-basique en alimentation et les aliments qui contiennent du calcium. Les aliments qui contiennent du calcium, eh bien, comme je le disais, on ne va pas le trouver dans les produits laitiers parce que le calcium des produits laitiers est moins bien absorbé et moins biodisponible que le calcium issu des végétaux. Et vous avez du calcium dans les végétaux, vous en avez dans les oléagineux, vous en avez dans les fruits, vous en avez dans les légumes. Alors certes, il y en a moins aux 100 grammes d'aliments, mais il est beaucoup plus biodisponible. Le radis a le pompon avec 74% de biodisponibilité du calcium.
Donc, c'est extraordinaire. La famille des crucifères est très riche. Les graines germées sont très riches. Donc, profitons-en. Les végétaux contiennent du calcium. Les végétaux contiennent la vitamine C qui est importante pour la fabrication du collagène, puisque je vous l'ai dit, il faut aussi penser à un apport suffisant. Alors, on dit toujours un apport suffisant en protéines. Je rappelle juste, je lutte contre le mythe des protéines. Des protéines, vous les trouvez aussi dans les végétaux. Il n'y en a pas que dans les céréales et dans les légumineuses. Vous en avez dans les fruits, dans les légumes, avec une biodisponibilité très importante. Voilà pour l'alimentation. Après, voilà, si vous me laissez partir sur l'alimentation, je vous mets 2 heures. Hein. Donc, on va peut-être passer à autre chose. Voilà, l'alimentation, on l'a compris. Encore l'alimentation, on l'a compris, avec aussi les sources naturelles de vitamine D. Mais bon, pour la vitamine D, je compte quand même plus sur le soleil, effectivement, que sur l'alimentation. 90% de notre vitamine D, je vous rappelle, est fournie par la synthèse d'un dérivé du cholestérol au niveau cutané. Donc, dans la naturopathie, on travaille sur l'alimentation, on travaille en deux sur la respiration et le mouvement. Alors, bien sûr, l'appareil respiratoire va éliminer les acides faibles, notamment les acides des végétaux, qui sont des acides faibles, par donc, la respiration, d'où l'importance, bien sûr, de l'activité physique. Mais attention, sans excès, parce que quand on est dans l'activité physique en excès, on a l'inverse, on incite à une acidose. Hein. Alors, ce n'est pas parce que vous faites 2 heures de yoga par semaine que vous êtes dans l'excès. Hein. L'excès, je m'adresse quand même aux sportifs de haut niveau. Hein. On est bien d'accord. Donc, la respiration, qui est très importante pour faire travailler cet émonctoire respiratoire. On peut penser aussi donc, à l'exercice physique hein, qui va nous obliger à mieux respirer, mais en dehors de l'exercice physique, vous pensez aussi à votre respiration de pleine conscience, une respiration abdominale, puisqu'actuellement, nous sommes plutôt en mode respiration insuffisante haute, hein, et donc on est très souvent en sous-oxygénation. Donc l'importance de la respiration. Et puis pour l'ostéoporose, l'exercice physique, mais pas n'importe lequel. Il est important qu'il y ait un impact. Il faut qu'il y ait un impact pour que les tendons transmettent au périoste une tension qui va renforcer la structure de l'os. Hein. Si le tendon va tirer et les ligaments au moment des mouvements tirent sur le périoste va se durcir et donc l'os va se durcir. Donc on conseille plutôt effectivement la marche, monter les escaliers, la danse, voilà, vous pouvez jouer avec des ballons, tous les sports qui ont un impact. Le vélo et la natation en ont moins. Alors, ils en ont parce qu'ils font travailler un petit peu sur les articulations, mais ils n'ont pas ce côté impact. Hein. Donc, les résultats, quand on est en ostéoporose, on conseille au moins 1 heure d'activité physique 3 à 5 fois par semaine. Donc, ça peut être la marche, un rythme un petit peu soutenu, voilà, à chacun de voir ce qu'il est capable de faire. Et puis, bien sûr, la gestion des émotions. Le stress est reconnu comme étant un facteur d'acidification, de même que l'activité pensante. Nous sommes en train de nous acidifier là, mais après, on va aller respirer un bon coup et on va se basifier. Donc, le stress est un facteur d'acidification. De nombreuses études en milieu hospitalier ont montré les bienfaits de la méditation. La méditation a été prouvée comme basifiante. Hein. Il y a vraiment des études en milieu hospitalier, c'est ça qui est important de savoir, c'est que ça a été, parce que quand en général, voilà, un naturopathe dit oui, la méditation, c'est bien, ça basifie et tout, il faut pouvoir se baser sur quelque chose. Et effectivement, John Kabat-Zinn, que vous connaissez peut-être, qui est le père du mindfulness, hein, de la méditation de pleine conscience, à visée thérapeutique, a fait des études en milieu hospitalier et montre qu'effectivement, il y a une action basifiante. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à méditer, parce que évidemment, tout le monde n'y arrive pas, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas forcément dans notre culture et nécessaire, on peut penser tout simplement au contact avec la nature. Marcher dans la nature est déjà une méditation.
Parce que si vous l'avez déjà fait, vous savez qu'au bout d'un moment, les pensées négatives s'en vont. On est en lien avec cette nature et ça fait forcément baisser le stress. On peut penser maintenant à cette mode de la sylvothérapie, des bains de forêt, où on va carrément enlacer les arbres, où on va au contact de la nature. Et tout simplement, déjà là, notre stress va diminuer. D'ailleurs, Catherine Kousmine, qui travaillait beaucoup sur la micronutrition et sur l'acidose, disait que quand elle avait beaucoup travaillé dans son laboratoire, elle testait son pH. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on teste son pH urinaire à la deuxième urine du matin avec des petites bandelettes et on regarde la couleur et en fonction de la couleur, on agit. Et elle disait que quand elle avait beaucoup travaillé, donc l'activité pensante, hein, la concentration, elle avait un pH urinaire un petit peu acide. Elle allait se promener au bord du lac, je ne sais plus lequel, quelque part en Suisse, et elle se promenait au bord du lac, elle regardait les petites feuilles aux arbres, elle écoutait les oiseaux gazouiller et elle revenait, son pH était remonté, il était basique. Donc voilà, parce qu'elle avait une bonne hygiène de vie à côté. Donc voilà, évitez le stress avec tout ce qui est à votre portée. Ça peut être aussi toutes les techniques, telles que bien sûr les fleurs de bac, hein, ne pas les oublier, accompagnement très important dans la gestion des émotions. Ça peut être la sophrologie, ça peut être le yoga, ça peut être voilà, tout ce qui va travailler sur le stress. On peut penser aussi au niveau de l'ostéoporose à une origine émotionnelle. L'os, c'est notre charpente. C'est j'existe, je suis là, j'ai une charpente, je suis présent, je suis droit. Est-ce que l'ostéoporose ne serait peut-être pas liée à un sentiment de dévalorisation? Et justement, très souvent, à la ménopause, les femmes beaucoup de femmes, et je lutte absolument contre ça, woman power. Je lutte contre ça en disant qu'il faut absolument considérer la ménopause comme une étape de sa vie et que c'est pas du tout quelque chose de dévalorisant pour la femme. C'est quelque chose de complètement différent. C'est une autre étape de sa vie, tout comme la puberté à l'adolescence, tout comme les grossesses, sont des étapes de notre vie de femme, tout simplement, et qu'il faut les aborder autrement. Et donc, est-ce que ce sentiment de dévalorisation que beaucoup de femmes ont à la ménopause ne serait pas lié aussi à cette ostéoporose? Point d'interrogation. Voilà. Donc, il y a plein de pistes à explorer et maintenant, on va continuer avec la phytothérapie, les aides que l'on peut proposer en tant que naturopathe. On l'a compris, il va falloir proposer une hygiène de vie globale, hein, repenser le mouvement, repenser la respiration, repenser l'alimentation, mais évidemment, il va falloir soutenir ces personnes en ostéoporose. Et la première chose à laquelle on pense, hein, c'est à reminéraliser. Et donc, puisqu'on est dans un webinaire Soria, on va penser évidemment aux produits Soria. Et Soria nous propose un complexe de minéraux, de calcium, de magnésium, euh, avec une... Alors, je présente. Est-ce que, Françoise, question, est-ce que je dois présenter le laboratoire Soria ou pas? Je le ferai à la fin, sinon, si on va déjà voir le timing pour pas trop déborder. Je le Oui. ferai sinon tout à l'heure. Je te laisse continuer pour l'instant la présentation. D'accord. Donc voilà. Eh bien, pour les indications donc de ce complexe de calcium, de magnésium, c'est l'ostéoporose, bien sûr, c'est tout ce qui touche l'os, c'est tout ce qui. Alors quand je parle de l'os en déminéralisation, on peut parler des dents aussi, hein. Les dents, c'est des os externes, hein, ni plus ni moins, et donc au niveau de la croissance également. Donc, vous avez là des comprimés à prendre. Il est noté effectivement de le prendre de préférence en dehors des repas, de comprimés avec à dissoudre dans de l'eau ou dans du jus de fruits.
à respecter 2 prises journalières. Et ce qui m'interpelle beaucoup dans ce produit, c'est la forme citrate pour le calcium et pour le magnésium, notamment pour le magnésium, parce que c'est une des formes les plus biodisponibles et c'est surtout la forme la plus riche en sels de magnésium. Donc, j'ai été très contente de trouver un produit qui propose du citrate de magnésium, qui est un des sels de magnésium les plus biodisponibles. Et vous trouvez aussi la fameuse vitamine K2. Vous savez que la vitamine K, vous avez K1, K2. La K1 intervient dans la coagulation, la K2 dans la fixation du calcium. Donc voilà, c'est très important parce que c'est une vitamine euh, qui agit avec la vitamine D et on a justement aussi la vitamine D. Donc là, on a un ensemble vraiment qui contient les bases pour lutter, pour reminéraliser, pour permettre au calcium de se fixer correctement. Donc voilà, un produit tout à fait intéressant auquel il faut absolument penser en priorité quand quelqu'un vient consulter pour de l'ostéoporose, suite à une fracture également, hein, bien sûr. Alors, ce n'est pas réservé aux dames ménopausées, mais n'importe qui se ferait une fracture, un petit traitement d'ostéocomplexe pour aider à la reminéralisation. On pourra penser également aux extraits fluides d'ortie et de prêle qui sont également reminéralisants, qui vont apporter donc des sels minéraux que l'on va pouvoir également proposer, notamment les deux, hein. Alors, la prêle et l'ortie, en infusion, dans l'alimentation, l'ortie, hein, l'ortie, au niveau du tableau PRAL, elle explose en basifiant, elle est juste extraordinaire. Donc, c'est un cadeau de la nature. Donc, pensez-y également à la récolter dans la nature et à l'utiliser en jus dans vos salades et en extrait fluide, bien sûr, pour avoir quelque chose de thérapeutique et de plus concentré. Donc, on va travailler sur la reminéralisation. Mais il est également important de travailler sur l'équilibre acido-basique parce que quand quelqu'un vient me voir avec de l'ostéoporose, évidemment, on fait faire le test avec les bandelettes urinaires et évidemment, la personne est en acidose. Là, de toute façon, tout le monde est en acidose, donc c'est simple, ou à peu près. Du moins les personnes qui viennent nous consulter. Et donc, on va pouvoir travailler sur l'équilibre acido-basique. Et là, vous avez la luzerne. Hein, la luzerne, c'est donc ce qu'on appelle aussi l'alfalfa, hein, dont on peut faire des graines germées également, qui est extrêmement basifiante. Hein, qui est donc extrêmement basifiante. Donc, pour les personnes qui ne vont pas travailler avec des graines germées ou en complément, parce qu'on n'a pas toujours des graines germées sous la main, qu'on ne peut en manger qu'une petite quantité, je dis toujours que l'alimentation est là, mais le complément alimentaire est là pour avoir un effet thérapeutique. Hein. Donc, dans les premiers temps, on va s'aider avec les compléments alimentaires. Ce sont des béquilles, ça va nous permettre de tenir jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat et à ce moment-là, on va le continuer avec l'alimentation si bien sûr on est capable de la gérer, ce qui n'est pas non plus facile pour tout le monde. À ce moment-là, on continue avec le soutien en complément alimentaire. Donc voilà, la luzerne, très intéressante dans l'équilibre acido-basique, dans effectivement la ménopause. Donc ménopause, ostéoporose, équilibre acido-basique, ostéoporose, elle a toute sa place ici dans les conseils. Pour l'équilibre acido-basique, on peut penser également à la spiruline. Hein, la spiruline est intéressante également dans l'équilibre acido-basique. Elle est intéressante aussi par sa teneur en protéines au niveau de la trame du tissu osseux, puisque je vous disais qu'effectivement, pour les personnes qui ne mangeraient plus de protéines animales et qui ont peur de manquer de protéines, des cures de spiruline sont vraiment intéressantes. Et là, peut-être Françoise, tu peux quand même juste nous dire ce que tu m'avais dit à propos de la spiruline quand on en avait discuté il y a quelque temps et qui me semble très intéressant. C'est au niveau de la qualité de la spiruline. J'aimerais quand même que tu précises parce que pour moi, c'est un critère très important. Alors la spiruline, en fait, c'est une algue et un certain nombre de producteurs ne tiennent pas compte de la qualité de l'eau. Et c'est extrêmement dommage parce que souvent on utilise aussi la spiruline justement pour détoxifier l'organisme en métaux lourds. Mais si au départ la qualité de la spiruline n'est pas, enfin c'est plutôt si la spiruline on l'a fait se développer dans des bassins
Et si la qualité de l'eau n'était pas optimale au départ, cette spiruline sera riche en métaux lourds. Et c'est très dommageable pour les personnes qui vont l'utiliser au quotidien. Oui, ce que je te disais, Anne-Dominique, c'est qu'on avait eu un contrôle de la DGCCRF qui régulièrement fait des contrôles sur la qualité des compléments alimentaires des différents laboratoires. Et donc, il y a un an, on a été contrôlé et il s'est avéré qu'on avait une spiruline qui était extrêmement intéressante parce que pas de métaux lourds. Alors, il y a une raison à ça, c'est que le laboratoire Soria, alors j'en parle 2 minutes, mais le laboratoire Soria Natural est un laboratoire de phytothérapie qui se trouve en Espagne, en montagne, à 1200 mètres d'altitude, dans une région extrêmement dépeuplée. C'est la région la moins peuplée d'Europe, en fait. Et on a la chance au niveau du laboratoire d'avoir les plantations juste à côté, donc dans un environnement extrêmement propice. Mais on a une autre chance, c'est que on a le Duero, qui est un fleuve qui va parcourir toute l'Espagne et qui ensuite ira au Portugal, et là on l'appelle le Douro. Et ce fleuve prend sa source au-dessus de Soria. Et donc on a une qualité de l'eau qui est extrêmement importante. On le retrouve justement par rapport à la qualité des plantes aussi, puisque c'est même pour les plantes qui poussent au quotidien, c'est extrêmement important d'avoir une bonne qualité de l'eau pour les faire pousser. Mais pour la spiruline, qui vient de cette région-là, puisqu'il y a plusieurs producteurs qui fabriquent de la spiruline, et ils utilisent tous cette eau qui prend sa source un tout petit peu plus haut. Donc voilà, je voulais un petit peu juste faire cet aparté pour bien expliquer que la spiruline, il faut vraiment… il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, ben, je prends de la locale ». Oui, certainement, mais vraiment, il faut être sûr que la qualité de l'eau soit optimale au départ. Je te laisse poursuivre. Oui, je t'ai vraiment interpellée là-dessus parce que justement, c'est un problème qui me semble vraiment important de souligner par rapport à la spiruline. Moi, j'ai souvent des gens qui m'ont dit, ah ben oui, mais je sais pas laquelle prendre, et puis ça coûte cher, et puis voilà, ceci, cela. Alors, je prends la petite, la boîte la moins chère, etc. Donc, c'était vraiment important parce que c'est un produit qui est vraiment, comment je dirais, vulgarisé. On en trouve partout, à tous les prix. Et c'est vraiment important de faire le point là-dessus. Hein. Ça me semblait vraiment important que tu interviennes. Merci Françoise, parce qu'on en avait discuté et ça me semblait vraiment important de le remettre en avant. Hein. C'est vraiment autant, effectivement, tous les produits Soria, on connaît et on sait que la qualité, le contrôle est très strict. On sait qu'ils sont d'excellente qualité sur le plan, qu'il n'y a pas d'additifs, pas de conservateurs, voilà, qu'on a vraiment une phytothérapie excellente. Mais au niveau de la spiruline, ça me semblait vraiment important de le ressouligner pour les personnes qui ne connaissaient peut-être pas encore ce produit dans la gamme. Je voulais juste faire aussi un petit rajout, puisque tu étais sur le slide de la spiruline. Il y a en ce moment beaucoup d'articles sur Internet qui concernent la phycocyanine, qui est une substance que l'on trouve d'ailleurs dans la spiruline. Cette phycocyanine est très intéressante pour 2 raisons, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est qu'elle a des capacités de booster l'immunité, et donc c'est la raison, en cette période de Covid, beaucoup de personnes consomment de la spiruline, mais à cause de cette richesse en phycocyanine. Et en ce moment, justement au printemps, cette phycocyanine est aussi très intéressante pour les allergies. Et dans le cas de la spiruline Soria, on a en plus un très très beau dosage en phycocyanine, puisqu'on a 270 mg par prise journalière. Et là aussi, ça participe à l'efficacité de cette spiruline, parce que tout fabricant aujourd'hui de spiruline, au niveau de la loi, se doit de préciser justement cette concentration phycocyanine. C'est devenu une obligation. Donc, nous n'avons pas à rougir du tout de notre teneur en phycocyanine. Je te laisse poursuivre sur, je crois que tu voulais parler du Syrazine. Alors, ah oui, je suis retournée en arrière. Non. Voilà. Alors oui, c'était important de le… Oups. Alors du coup, je suis allée… Trop loin. Ouh là là, trop loin. Voilà.
J'en étais là. Donc, effectivement, en premier, on a vu, il faut minéraliser, reminéraliser. Il faut également donc, travailler sur l'équilibre acido-basique. Mais comme je le disais, il y a ce qu'on prend, il y a comment ça fonctionne et il y a ce qu'on élimine. Donc, il faut également, je pense, très souvent vérifier comment ça se passe au niveau des émonctoires. Et il peut être très intéressant de proposer un soutien de l'émonctoire foie, hein, d'abord. Alors, je ne reviens pas sur les produits, hein, je vous les ai mis comme ça sur le diaporama, mais vous retrouvez, si vous voulez, des précisions, vous retrouvez sur le webinaire sur le foie qui a été fait il y a quelque temps, vous retrouvez tous les produits, tout le système du foie qui est expliqué pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, soutenir l'émonctoire foie, bien sûr soutenir l'émonctoire rein, puisque les toxines acides vont être éliminés donc soit par les reins, les toxines acides, les acides forts, soit par les reins, soit les acides faibles par les poumons. Donc, soutenir l'émonctoire rein aussi. Et ça, c'est en fonction effectivement de ce que l'anamnèse de votre client va vous apporter. Donc, on pourra penser là à l'extrait fluide de pissenlit. Je rappelle que le pissenlit travaille à la fois sur le foie et sur le rein et sur la peau. Donc, il va travailler à sur 3 émonctoires, donc il peut être intéressant aussi, voilà, quand il n'y a pas un gros problème au niveau de l'émonctoire foie, peut-être de proposer un soutien avec du pissenlit qui va travailler à 3 niveaux différents. Bien sûr, je vous le disais, le stress est un grand facteur d'acidose et très souvent, les personnes, les femmes à la ménopause, ostéoporosées ou pas, se plaignent effectivement de problèmes de sommeil, ou de stress, les deux, parce que on ne peut pas bien dormir quand on est stressé et quand on ne dort pas bien, on est stressé. Donc, on peut penser aussi à l'accompagnement Soria avec tous les produits sur le stress, sur le sommeil. Donc là aussi, je vous renvoie au webinaire que vous pouvez trouver en replay sur le stress. On pensera bien sûr à la vitamine D et là, je suis ravie de pouvoir présenter je pense, En c'est avant-première. en avant-première, voilà, n'ayons pas peur de le dire, la nouveauté Soria, donc la fameuse vitamine D chez Soria, heu, qui contient au niveau d'un comprimé, donc 2000 unités internationales. C'est bien ça? Tout à fait. Françoise, tu peux peut-être nous en parler puisqu'il est en avant-première, donc je te laisse nous le présenter. Alors en fait, c'est une vitamine D3 qui sort la semaine prochaine. On attend la livraison, donc peut-être demain ou lundi. En tout cas, courant de la semaine prochaine, il sera sur le site ou pour les personnes qui souhaitent nous appeler. Le gros avantage, c'est son dosage, puisqu'on est passé à un moment donné, on disait que c'était 5 microgrammes par jour qu'il fallait utiliser. Et là, au niveau mondial, tout le monde a admis qu'on avait de telles carences en vitamine D3 que la norme a complètement changé et maintenant on part plutôt du principe qu'il faudrait 2000 unités jour. Alors bien sûr qu'il y en a qui vont utiliser de la vitamine D3 sous forme d'ampoule et qui va tenir pour un certain nombre de semaines, mais on se rend compte quand même que en prendre au quotidien permet vraiment d'avoir une meilleure biodisponibilité et l'organisme n'est pas fait pour avoir des doses un jour de cheval et puis ensuite il gère ça comment. C'est un peu comme toi tout à l'heure quand tu citais ton petit sac avec les minéraux en réserve. C'est vrai que le corps met en réserve effectivement de la vitamine D3, mais après on ne le libère pas de la même manière que lorsqu'on la prend au quotidien. Donc, c'est quand même beaucoup plus efficace d'en prendre un comprimé par jour. Alors, pour des gens extrêmement carencés, ça m'est déjà arrivé d'en avoir qui vraiment avaient un taux de vitamine D, mais catastrophique, quasiment inexistant. On peut même envisager de prendre 2 comprimés par jour pendant quelques semaines, le temps de le remonter. Et je vous rappelle aussi que dans cette période de problématique par rapport à l'immunité, donc par rapport au Covid, la vitamine D3 fait partie de l'arsenal qu'un certain nombre de médecins ont conseillé pour booster l'immunité en même temps que la vitamine C, que le zinc.
Nous, on a proposé l'échinacée, la propolis, mais en tout cas, la vitamine D3 participe énormément à l'immunité et donc participe aussi à cette reconstruction pour l'ostéoporose. Et donc, dans tous les cas où on a une densité osseuse qui est amoindrie, donc les caries, les problèmes de croissance, etc., on recommande de prendre de la vitamine D3 à haute dose. Voilà. Merci pour tous. Oui, c'était. Je te laisse finir sur le dernier slide, c'est ça. Voilà, donc c'était vraiment important de faire cette parenthèse sur la vitamine D. Comme tu disais, c'est effectivement en naturopathie, on préfère un apport quotidien, ce qu'on appelle la technique de la fourmi. Hein, on apporte tous les jours un petit peu de vitamine D parce qu'on est fait pour être au soleil et pour avoir notre vitamine D quotidienne. Donnez-nous aujourd'hui notre vitamine D quotidienne. C'est notre nouveau credo. Et donc, effectivement, comme tu le disais, l'ampoule, c'est la technique du kangourou. On fait un grand bond, puis on rechute, et puis on repart, on rechute. Et le corps aime bien voilà, ce qui est beaucoup plus régulier. Donc, voilà, importance de… Et puis, en dernier, on peut penser effectivement au… Alors, Higabac. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. J'ai jamais su prononcer ce… Higabac. Higabac. Voilà, Higabac. Je ne sais pas pourquoi je le prononçais toujours Higabac. À l'anglaise, pourquoi pas. Parce que je trouvais ça plus drôle. Donc, Higabac, qui est du foie de morue. Qui est du foie de morue. Bon, bah, tout le monde connaît le foie de morue hein, que l'on donnait dans le temps aux enfants pour lutter contre le rachitisme et puis qui permet effectivement une prévention de l'ostéoporose, qui permet une meilleure absorption du calcium. Vous avez de la vitamine A, de la vitamine D. Vous avez également des oméga 3 qui sont très intéressants avec tout le rôle des oméga 3, hein, genre prévention cardiovasculaire, etc., rôle sur la mémoire et tout. Donc, c'est très intéressant. La formulation est intéressante puisqu'elle est en gélule, en capsule. Parce que l'huile de foie de morue à avaler comme ça, c'est pas évident pour tout le monde. Ça, chez certaines personnes, ça laisse des souvenirs. Donc ça, c'est l'avantage de l'avoir en capsule. Et puis surtout, l'avantage de savoir ce que l'on apporte exactement. Parce que je rappelle que le foie de morue contient énormément de vitamine A, que la vitamine A peut être toxique à forte dose et que des personnes pensant bien faire parce qu'ils prennent le foie de morue surtout pour la vitamine D, en oubliant qu'il y a de la vitamine A dedans, effectivement trouvent qu'en vitamine D, il n'y a pas assez, donc ils vont surconsommer du foie de morue de l'huile de foie de morue et risquer à ce moment-là d'être en toxicité au niveau de la vitamine A. Donc, en principe, je trouve ça très intéressant d'avoir l'huile de foie de morue sous forme de capsule. Et le foie de morue à tartiner sur sa petite tartine, c'est délicieux. C'est vrai, avec quelques gouttes de citron, c'est parfait. Et quelques capres pour l'effet antioxydant et pour le petit goût. Allez, on est parti dans les recettes, on rajoute 1 heure au webinaire. Non, allez, voilà, j'ai été un peu longue comme d'habitude et je m'en excuse, mais bon, j'ai toujours envie de dire et j'ai pas tout dit, j'ai encore des choses à dire, mais allez, je m'arrête et on laisse peut-être la place aux questions ou à tes commentaires, Françoise. En tout cas, je te remercie et je te laisse la parole. Oui, ça peut paraître surprenant quand on voit le dosage de vitamine D dans le Ligabac, qui est du coup 10 fois moins concentré. Mais en fait, ce sont des capsules qui ne contiennent que de l'huile de foie de morue. Par contre, on garantit la teneur en vitamine A et vitamine D. Donc, c'est la teneur naturelle de cette huile de foie de morue. Donc, rien n'empêche de compléter après avec la vitamine D3 que l'on commercialisera la semaine prochaine. Mais c'est cette teneur naturelle de cette huile de foie de morue. Et là aussi, je voulais insister, beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent des oméga 3, utilisent des foies de morue. Et il est assez difficile d'en connaître les provenances. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'oméga 3 dont on ne sait pas forcément s'ils ont été purifiés, de quelle mer ils proviennent.
Alors, je sais qu'en ce qui nous concerne, l'huile de foie de morue provient de la proximité de l'Islande et que l'on fait très très attention justement à cette teneur en métaux lourds. Puisque c'est le problème du foie de morue en particulier qui a une capacité à conserver les métaux lourds s'il y en a dans la mer. Donc, dans la mer ou dans l'océan. Donc, je voulais juste insister aussi, c'est important d'avoir une grande qualité d'huile de foie de morue pour éviter de s'intoxiquer. On croit bien faire et puis finalement, on prend une huile de foie de morue qui n'est pas forcément de grande qualité. Et Soria Natural fait très très attention de par ses contrôles à cette qualité. C'est ce qui a amené d'ailleurs Soria Natural il y a quelques années à développer de manière très importante ses plantations. Parce que aussi quand ils commandaient un certain nombre de plantes qui étaient soi-disant bio, ils se rendaient compte qu'ils avaient affaire à des plantes qui étaient bio, mais qui pourtant, de par les nuages, ils étaient quand même intoxiqués par enfin, c'est pas le mot, mais pollués par un certain nombre de nuages qui étaient polluants en herbicides ou autres. Donc, quand Soria a ses plantations en culture bio, ils ont aujourd'hui 500 hectares de plantations, cela nous permet vraiment d'avoir une récolte qui se fait tout de suite. Une fois que la récolte est faite, la plante est traitée, est utilisée, elle ne va pas rester dans des sacs et être ventilée pendant des mois et donc complètement dénaturée. Mais il y a surtout des contrôles qui sont faits sur chaque plante au départ, ensuite en cours d'extraction et également en cours de produit fini. Donc c'est ce qui nous garantit d'avoir une qualité, une concentration de plantes et donc du coup également une grande efficacité thérapeutique. Voilà, je ne vais pas insister plus sur le laboratoire. Je suis surtout à votre disposition pour tous ceux qui voudraient avoir des renseignements sur le laboratoire. Ce n'est pas le propos de ce soir. Je remercie énormément Anne-Dominique pour cette présentation qui, comme d'habitude, est super complète et on comprend tout. C'est simple. Tu as un tel déroulé que du coup, on comprend pourquoi l'ostéoporose et comment on peut en venir à bout. Je voulais juste ramener une petite précision aussi. Pour reconstituer sa densité osseuse, c'est long, il faut être patient, ça prend des mois et donc pas d'impatience, mais elle est juste un petit peu la conséquence de nos rythmes de vie qui sont un petit peu effrénés, où on ne prend plus le temps de manger correctement, de souffler, de marcher. Et tu l'as dit, ça revient tout simplement à avoir du bon sens et à vivre tout simplement une vie saine. Je voulais aussi rappeler, il y a quelques mois, il y a eu un reportage sur Arte. Je ne sais pas si on peut le retrouver. Je sais que Arte, il y a une chaîne qui s'appelle Arte TV où on peut racheter ou revoir certains reportages. En tout cas, il y a eu, il y a quelques mois, un reportage qui s'appelait Notre corps, ce réseau social, et qui expliquait parfaitement tout ce que tu viens de nous décrire, tous ces mécanismes sur l'ostéoporose, mais aussi le mécanisme de déconstruction et de reconstruction de l'os. Et ils partageaient effectivement toutes les dernières recherches, ils insistaient effectivement sur la méditation, sur le sport, sur l'hygiène de vie. Mais il y a vraiment les dernières recherches dont ils expliquent voilà, tout ce qui est ressorti ces derniers mois au niveau des universités. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux. C'était très, très pédagogique. Donc, si vous avez l'occasion de le visualiser, ce documentaire, il est très, très intéressant. Je regarde juste s'il y a des questions. On me pose la question, est-ce qu'une personne sous Préviscan peut prendre de la spiruline? Attendez, je vais vérifier tout de suite. Je voudrais pas passer à
côté, est-ce que j'ai une recommandation par rapport à ça? La spiruline, l'hôtel, la spiruline. Voilà. Alors, je n'ai pas de contre-indication. Non, je n'ai pas de contre-indication par rapport au Préviscan. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre question? Ces produits sont à prendre en continu ou sous forme de cure? Alors, tout dépend effectivement de la problématique. Dans le cas de l'ostéoporose, j'aurais tendance à dire qu'il faut minimum le prendre un petit peu tous les différents produits que tu as présentés, la luzerne entre autres, la vitamine D3, l'ostéocomplexe, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait minimum le prendre pendant 3-4 mois, tout en appliquant à côté des mesures correctives au niveau de l'alimentation et de l'hygiène de vie, quitte à faire ensuite une pause de 3 semaines et de reprendre de nouveau si le résultat n'est pas encore obtenu. Je vois que tu veux parler, tu lèves la main. Madame, si je peux me Vas-y. permettre, oui, je veux rajouter que ça me semblait tellement évident. Effectivement, 3 mois, c'est un minimum dans la mesure où, comme tu le disais, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc, 3 mois, c'est vraiment le minimum pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient capables de changer d'hygiène de vie. Et après, je pense qu'il est bon de refaire des cures régulières pour continuer à renforcer. Et évidemment, ce sont des personnes qu'il faudra revoir pour vérifier qu'au niveau de l'hygiène de vie, tout est appliqué. Et puis, reproposer de faire, ça je veux dire, il n'y a même pas à réfléchir, jusqu'à ce qu'on ait un taux suffisant, et ça j'en parle suffisamment en disant qu'il faut faire une prise de sang pour vérifier. Mais effectivement, l'ostéocomplexe, c'est minimum 3 mois, et puis après, des cures régulières, mais minimum 3 mois, voire plus. Ouais. Il ne faut pas penser, effectivement, l'ostéoporose, ça date d'il y a des années, on ne va pas la résoudre comme ça en 3 jours. C'est toujours un petit peu le problème, je dirais, comme tu le disais, on est pressé dans nos vies. Et donc, là aussi, on vient, on a de l'ostéoporose, pof, il faut que ça parte en 8 jours, non votre os, ça fait des années qu'il est en train de se résorber. Il ne va pas se reconstruire comme ça du jour au lendemain. Et ça, c'est valable pour tout. Il m'a envoyé un message pour une consultation en me disant c'est urgent. Alors que c'est un problème qu'elle traîne depuis des années. Avec voilà, j'ai pas répondu dans les 3 jours. Voilà, c'était trop tard. Donc ça, c'est vraiment un problème de notre société et je pense que voilà, c'est responsable de beaucoup de choses. C'est vrai, il faut du temps. Beaucoup de temps pour reconstruire au niveau osseux, mais on a aussi ce temps de se remettre en question au niveau de l'alimentation, au niveau de ses habitudes. Et il y a des fois, il faut aussi utiliser des moyens radicaux, c'est de changer. C'est de changer certains aliments et on se rend compte que finalement, quand on est, entre guillemets, un petit peu acculé parce que là, il y a une pathologie ou il y a un problème de santé, on se rend compte que finalement, là, on est capable de faire ces changements dans sa vie. Donc, faisons-les avant que ce soit… La prévention est toujours la meilleure conseillère. C'est ça. Je voulais juste revenir par rapport à la question de Sonia. Je viens quand même de revérifier par rapport à sa question sur le Préviscan. Je voulais amener une nuance quand je disais qu'il n'y avait pas de souci par rapport aux anticoagulants. Avec en général, une personne qui est sous Préviscan, c'est une personne qui va faire une mesure d'IRN ou d'INR plutôt, c'est plutôt comme ça qu'on l'appelle. En général, c'est tous les 15 jours, voire tous les mois. Donc, on peut ajuster. Dans tous les cas, ce qu'il y aurait lieu de faire par rapport à des anticoagulants, ce serait plutôt de baisser la dose de la spiruline,
Par exemple, la nôtre, on la recommande pour 4, voire 6 capsules selon la nécessité. Je pense qu'une personne qui serait sous Préviscan, il vaudrait mieux ne pas dépasser 2 à 3 comprimés par jour, de vérifier au bout de 15 jours l'INR et ensuite de voir si la formule sanguine a évolué. Si effectivement il y a un indice de coagulation qui est pas favorable, il vaudrait mieux baisser la dose dans ces cas-là. En tout cas, de ne pas être sur la dose maximale. Voilà, j'ai juste une question d'une personne qui me demande comment s'inscrire comme praticien chez nous. Appelez-nous, tout simplement. Alors, c'est Elisabeth. Nous avons un mail où on peut tout simplement faire sa demande. C'est info@soriavi.fr. Et dans tous les cas, toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, si vous avez des questions qui concernent le sujet, avec Anne-Dominique, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, envoyez tout simplement sous info@soriavi.fr. Les réponses suivront. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je revérifie juste. Je ne voudrais pas passer à côté de certaines questions. Non, on nous remercie. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter, Anne-Dominique. Sinon, un grand merci à toi encore et surtout un grand merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et d'être régulier. Et un dernier rappel, tous nos webinaires, au bout de quelques jours, sont disponibles sur la chaîne Soriavi sur YouTube. Vous pouvez les regarder en replay. Voilà. Bonne soirée à vous tous et toutes. Il y avait quand même une majorité de femmes ce soir, mais toutes et tous. Bonne soirée. Merci Françoise pour m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Et puis, merci à vous d'avoir été présente. Et puis, à une prochaine, bien sûr. Il y en aura d'autres. Belle soirée. En fait, nous avons notre rythme de webinaire. Donc, il y en aura d'autres. On alterne avec plusieurs personnes pour les webinaires. Et puis, je voulais aussi vous signaler que sur le site soriavi.fr, vous avez des articles, il y a un blog et il y a des articles, entre autres, Anne-Dominique rédige certains articles aussi sur différents sujets. Donc, ne vous privez pas de les parcourir. Ça peut être des réponses aussi à des questions, à certaines pathologies. Ça peut être un début de réponse pour vous. Et sinon, sur le mail info@soriavi, on répond à vos questions, mais aussi au téléphone. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Bonne soirée à tout le monde et merci de votre écoute. Bonne soirée, au revoir. Bonne Merci soirée. Françoise.